Global Maths Club plus qu'un moteur de recherche. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, déjà, merci d'être présent aujourd'hui pour ce troisième café scientifique organisé par le département académique du GMC. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir mademoiselle Doliciane Safar, qui vient nous rejoindre de l'Université de Côte d'Azur en France. Et Doliciane, elle vient de l'Université de Douala et elle est également passée par EMS, bon, EMS Cameroun. Bon, aujourd'hui, elle va nous parler des problèmes inverses. Voilà. Et elle va aborder notamment les problèmes, les méthodes d'optimisation liées à ces problèmes inverses-là. Bon, je ne sais pas si Doliciane est déjà prête, mais je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de nous assister et d'interagir également lors de nos différents cafés scientifiques. Bon, Doliciane, si tu es prête, bon, je vais te laisser parler de ton sujet. Voilà, parce que moi également, je n'en sais pas plus. Aujourd'hui, je devais parler des problèmes inverses, donc de l'optimisation et de leurs applications en imagerie de super résolution. Et je vais commencer par les généralités sur l'optimisation et les problèmes inverses. Par la suite, je vais expliquer ce que c'est que la microscopie de fluorescence, puis enchaîner avec l'optimisation avec grille discrète ou encore en dimension finie. Et enfin, l'optimisation sans grille ou encore l'optimisation continue, c'est-à-dire en dimension infinie. Le problème d'optimisation est un problème qui consiste à chercher un point dans un sous-espace C d'un espace vectoriel E qui minimise une certaine fonction f, qu'on note f. Et s'il s'agissait de trouver le maximum plus tôt, alors il suffirait juste de minimiser la fonction moins f. Et je disais qu'il y a plusieurs problèmes de la vie réelle qui peuvent être formalisés sur un problème d'optimisation. Donc c'est pourquoi dans plusieurs domaines, on retrouve toujours à chaque fois l'optimisation qui apparaît. Et il y a plusieurs algorithmes qui sont développés pour résoudre ce type de problème. Les algorithmes numériques comme les descentes de gradient, lorsqu'un fonctionnel est différenciable, ou les descentes de sous-gradient lorsque la fonctionnelle n'est pas différenciable. Parlons maintenant des problèmes inverses. Le but des problèmes inverses, c'est de rechercher une quantité X qui n'est pas directement observée à partir des données observées que j'appelle Y. Par exemple, s'il y a un séisme, alors ce qu'on va observer sont les dégâts. Donc, on pourra aller dans les différentes stations sismiques pour recueillir les données. Et le X qu'on cherche peut être l'épicentre du séisme. Donc, la méthode consiste à inverser le modèle d'acquisition de Y à partir de X. Donc, on peut formaliser le problème mathématiquement comme trouver X tel que Y égale à H de X, où H modélise la physique d'acquisition de Y à partir de X. Donc, dans le cas du séisme, par exemple, le H peut être le modèle de propagation des ondes sismiques à partir de l'épicentre. Et comme tout problème, il faut savoir dire s'il est bien posé ou pas. Un problème inverse est bien posé si la solution existe, si la solution est unique et s'il y a stabilité. C'est-à-dire que lorsque la donnée change légèrement, la solution doit aussi être modifiée légèrement. Dans le cadre des modèles classiques les plus utilisés, ce sont les modèles de la forme y égale à h de x plus neta. Où h, en fait, c'est la matrice qui modélise, c'est la matrice de l'opérateur d'acquisition grand H qu'on a vu plus haut. Et neta, c'est l'erreur, donc ça modélise en fait les imperfections de notre modèle. Si neta est égal à 0, alors la solution est donnée par... Alors, il y a unicité de la solution, parce que si c'est égal à 0, on peut trouver x égale à h moins 1 de y. Donc, si h est inversible, alors il y a unicité de la solution. Mais est-ce que le problème est achevé? Il faut vérifier s'il y a stabilité de la solution. Et on montre qu'il y a stabilité de la solution si h-1 est continu. En effet, si on note y', par exemple, qui est la solution du problème donc qui est la donnée qui a été légèrement modifiée. Donc, y' égale à y plus delta de y. Où delta de y, c'est modélise la perturbation. La petite perturbation qu'on a ajoutée à y. Alors, si on calcule la nouvelle solution x', on va voir que la différence entre la solution qui est modifiée et l'ancienne solution sera proportionnelle à la perturbation aléatoire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce modèle-ci,
avec l'état égal à 0, ce modèle sera stable si H-1 est continu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'état est différent de 0? Pensez-vous que la solution sera donnée par H-1 de Y moins l'état? Bien sûr que la réponse sera non parce que N est aléatoire, donc l'état est aléatoire. Si on connaissait l'état, alors on devait avoir toujours un modèle parfait. Et donc, si H est inversible, ceci devrait être la solution. Donc, généralement, l'état est aléatoire et ce qu'on connaît au trop, c'est la statistique de l'état. On peut connaître la loi qu'elle va suivre. Et aussi, dans les problèmes concrets, le H n'est généralement pas inversible. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour résoudre un tel problème inverse? Donc, je rappelle ici que le problème qu'on est en train de vouloir résoudre, c'est comment trouver X avec Y modélisé comme H de X plus l'état. Généralement, ce qu'on fait, c'est de résoudre ce problème d'optimisation dans le R min de la différence entre Y et H de X. Donc, on cherche à minimiser l'erreur état. Et le fait qu'on cherche à minimiser la norme L2 au carré entre les deux quantités n'est pas généralement pris au hasard. Parce que si une étape, en fait, suit une loi de Poisson ou bien une loi normale, alors on peut montrer que la solution de ce problème d'optimisation, c'est en fait le paramètre qui maximise la vraisemblance des données. Donc, le paramètre avec lequel les données qu'on a observées sont les plus probables. Et si on veut résoudre ce problème de minimisation, on a la chance, c'est comme la fonction différentielle, alors on peut calculer ton gradient et résoudre le gradient égal à 0. Et dans ce cas, en résolvant l'équation le gradient égal à 0, on va trouver la solution X chapeau qui sera donnée par H transposé par H moins 1, H transposé fois H moins 1 fois H transposé I de Y. Donc, si H transposé fois H est inversible, alors on a une solution X chapeau. Mais est-ce que le problème est achevé? C'est la question qu'on se pose. Pour cela, on peut chercher à répondre, est-ce que le problème est stable? Si on fait une décomposition en valeur singulière de H, alors, en remplaçant Y aussi par H de X plus l'état dans cette équation-ci, on va trouver X chapeau qui sera égal à X, la solution cherchée, plus cette quantité-ci. On se rend donc compte que si sigma I, les valeurs singulières sont très petites, alors il y aura explosion de la solution. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour éviter cette explosion de la solution? Il faut régulariser le problème. Régulariser le problème signifie augmenter un a priori, donc certaines propriétés à la solution qu'on cherche. Donc, en régularisant le problème, on va se retrouver avec ce problème de régularisation. C'est donc, avec ce problème régularisé, qui sera l'erreur de moins de carré plus lambda R de X, où lambda, en fait, va modéliser, va quantifier le poids entre le terme de la tâche donnée-ci et la régularisation qu'on appelle R de X. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en régularisant le problème ainsi, on résout le problème? Par exemple, supposons qu'on a régularisé par la norme L2 de X, par la norme L2 de X. Généralement, on appelle cette régularisation, c'est la régularisation de Tikhonov. Donc, elle permet donc, elle impose au problème le fait qu'on veut trouver des solutions qui sont un peu plus lisses, donc qui ne varient, dans les solutions qui sont plus régulières, en fait. Et de même si on calcule la solution de ce problème-ci dans le cas régularisé, on aura X chapeau qui sera égal à H transposé par H plus lambda identité moins 1 fois H transposé par Y. Et on va remarquer que H transposé fois H plus lambda identité est toujours inversible, même si au départ, H transposé fois H n'était pas inversible. Donc, ceci nous rend content parce que peu importe si H transposé fois H est inversible ou pas, alors on sait que l'inverse ici existe toujours. Mais pourquoi est-ce qu'il y aura plus explosion dans ce cas? Si on fait le même travail qu'on a fait sur X chapeau juste après, juste avant, alors on va trouver X chapeau qui sera égal à cette quantité-ci. Donc, et on va se rendre compte que en bas au dénominateur ici, on a plutôt les valeurs singulières plus lambda. Donc, si lambda est différent de 0, le paramètre de régularisation, il n'y aura plus explosion de la solution. Donc, nous sommes contents. Bien. Parlons maintenant de la microscopie de fluorescence. De nombreuses avancées se sont récemment effectuées dans le domaine de la microscopie.
notamment le développement du microscope de fluorescence, qui est basé sur la détection et la localisation des molécules fluorescentes qu'on appelle fluorophores dans l'échantillon. Les fluorophores sont en fait les substances qui sont capables d'absorber de la lumière après être illuminées par une lumière. Donc, après être illuminés, ils vont absorber de la lumière. Donc, lors de l'illumination, ils vont absorber de la lumière et ils vont être excités. Une fois qu'ils sont excités, ils vont émettre à leur tour de la lumière. Et cette lumière qui sera collectée par les capteurs pour former l'image. Et pourquoi est-ce que la microscopie de fluorescence est un peu innovante aujourd'hui? C'est parce qu'on a la possibilité d'aller dans les images et de détecter les structures qui nous intéressent. Parce qu'on peut utiliser les marqueurs fluorescents spécifiques pour marquer l'échantillon. Donc, le principe du microscope de fluorescence est le suivant. Les fluorophores dans l'échantillon, on va utiliser une lumière comme le laser qui va illuminer l'échantillon. Les fluorophores vont devoir être excités et ils vont émettre à leur tour de la lumière et cette lumière-là sera collectée par les capteurs pour former l'image. Malheureusement, comme tout appareil optique, le microscope de fluorescence est limité par la diffraction. C'est-à-dire, c'est caractérisé par le fait que lorsque la lumière va passer par une orifice très petite ouverture, elle va s'éparpiller dans toutes les directions, de telle sorte que, plutôt que d'observer un point, on va observer une tache. On appelle cette tache généralement la tache d'Harry. Et elle se caractérise par la fonction d'étalement au point du microscope qu'on note PSF. Et à cause de la diffraction, certaines entités comme les virus, par exemple les protéines, qui sont en dessous de la limite de la diffraction, ne vont plus être visibles. Le microscope de fluorescence est aussi limité par le bruit. Ce sont les taches granulaires irrégulières observées qui masquent les détails de l'image. Par exemple, à cause du bruit, plutôt que d'observer une image qui est comme ça, on va plutôt observer une image comme ceci avec des taches. Donc, le principe d'acquisition d'une image au microscope est le suivant. Donc, ça, c'est la physique d'acquisition. L'image originale est convolue avec la fonction de flou, plus de bruit, donc pour les perturbations aléatoires qui agissent sur les entrées du signal, pour nous donner l'image qu'on observe, qu'on appelle acquisition. Et donc, comment faire pour trouver l'image originale? Ce qu'on va faire, c'est de résoudre le problème inverse, c'est-à-dire à partir de l'acquisition, on va chercher à retrouver l'image originale. Y, ici, c'est l'acquisition. X, c'est l'image originale qu'on cherche. H, c'est la fonction qui modélise l'étalement au point du microscope. Et neta, c'est le bruit. Maintenant, pour résoudre ce problème inverse, pour pouvoir trouver la solution originale, il y a plusieurs approches. Il y a les approches avec grille et les approches sans grille. De quoi s'agit-il? Supposons qu'on a un point source dans un domaine comme ceci qu'on veut reconstruire. Le domaine, c'est le domaine, par exemple, où les fluorophores vivent. Et le point source, c'est la position d'un fluorophore qu'on cherche à déterminer. Donc, la position et l'amplitude. Les méthodes discrètes supposent que ce domaine est pixelisé, donc discrétisé. Donc, sur un ensemble de positions fixées, on veut aller chercher la position et l'amplitude du point source S0. Et dans ce cas, la solution qu'on va trouver sera, par exemple, ce point S chapeau qui est en rouge. Plus la grille devient fine, la solution est de plus en plus approchée du point source qu'on cherche. On peut penser à raffiner de plus en plus la grille. Mais n'oublions pas que plus la grille est fine, on voit le nombre des inconnus du problème qui va augmenter. Et numériquement, il est prouvé que dans ce cas, il y a souvent des problèmes d'instabilité numérique. Donc, pour se passer de cette limite de discrétisation, il y a les méthodes sans grille. Les méthodes sans grille consistent à aller dans le domaine continu et à chercher à retrouver la position et l'amplitude du point source qu'on cherche. Donc, dans le cadre discret, donc avec les méthodes avec grille, la fonctionnelle la plus utilisée, c'est la fonctionnelle lasso. La fonctionnelle lasso, ici, on a le thème d'attache de données qui est le thème de monde carré qu'on a expliqué tout à l'heure, lorsqu'on suppose que le bruit suit une loi gaussienne. Et on a le thème de régularisation qui est donné par la norme L1. La norme L1 ici favorise la parcimonie des solutions, donc on veut les solutions plus sparses, donc avec beaucoup de zéros. Et dans le cas de sans grille,
La fonctionnelle qu'on résout, c'est la fonctionnelle bilasso. Et puis, l'optimisation s'effectue ici dans les espaces de mesure de radon. Pourquoi les espaces de mesure de radon? Alors, on peut bien remarquer qu'un point source peut être caractérisé par sa position dans le domaine continu et son amplitude, ce qui se modélise bien par une mesure de Dirac. Et les espaces de mesure de radon sont les espaces, c'est en fait le plus petit espace qui contient les mesures de Dirac. Donc, on fait l'optimisation dessus. Et on a aussi le thème d'attache aux données. Ici, ce H, c'est juste, c'est en fait, c'est la norme L2. Donc, H, c'est en fait L2 de X. J'aurais dû mettre L2 pour ne pas augmenter pour ne pas augmenter les écritures mathématiques, quoi. Et la régularisation est donnée par la norme TV. La norme TV ici, c'est juste la norme de la variation totale et la norme de la topologie forte dans l'espace des mesures de radon M de X. Et l'équivalent continu de la norme L1 dans l'espace des mesures. Et on prouve que ce problème bilasso, c'est en fait la limite du problème lasso lorsque la grille devient de plus en plus fine. Une solution de ce problème, c'est une combinaison linéaire de mesures de Dirac. Donc maintenant, ce qu'on va faire par la suite, c'est de voir un algorithme qui nous permet de reconstruire itérativement les mesures de Dirac. Sûrement, quand vous voyez cette fonctionnelle dans l'espace des mesures, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on va faire pour la résoudre? En fait, ce problème bilasso-ci dans l'espace des mesures est équivalent à ce problème-ci. Donc, on a une fonctionnelle qui est maintenant différenciable dans un espace, c'est l'espace de contrainte qui est faiblement compact, la topologie déjà faible, donc qui est compact la topologie déjà faible. Et il y a un algorithme qui permet de reconstruire, qui permet de résoudre une telle fonctionnelle. C'est l'algorithme Slice-Infanhoff. C'est un algorithme qui permet de reconstruire itérativement les mesures de Dirac. Cet algorithme a trois étapes. La première étape, c'est l'estimation du support. Donc, puisque c'est itératif, vous comprenez qu'on reconstruit les mesures de Dirac un à un. Donc, la première étape, c'est l'étape d'estimation du support où on va aller trouver le point dans le domaine X qui maximise cette quantité-ci. La deuxième étape, c'est une étape de préestimation de l'amplitude. Donc, on va aller préestimer l'amplitude du Dirac correspondant à la position qu'on a trouvée plus haut. Et la troisième étape, c'est une étape où on fait une réestimation de l'amplitude de la position ensemble, en prenant comme initialisation ce qu'on a trouvé dans les étapes 1 et 2. Donc, je vais vous montrer une petite implémentation de cet algorithme-ci que j'ai effectué. Donc là, on a une image réelle simulée qu'on souhaite reconstruire. Ça, c'est l'acquisition qui est floutée et bruitée. C'est la reconstruction obtenue à base de l'algorithme Slice-Infanhoff que j'ai implémenté. On peut bien remarquer qu'on est capable de détecter un entrelacement entre les structures, ce qui n'était pas visible sur l'acquisition qu'on a obtenue. Donc là, c'est flouté, c'est complètement flou, on ne peut pas détecter l'entrelacement. Tandis que sur la solution, il est bien possible de détecter l'entrelacement entre les structures. La solution ici est en pointillé justement parce qu'on reconstruisait les mesures de Dirac. On peut donc se demander, mais comment est-ce qu'on peut réussir à reconstruire plutôt les filaments continus comme ça, au lieu de reconstruire les mesures de Dirac, donc pour avoir quelque chose de plus génial, quoi. Ça, on parle de la super résolution des courbes, et c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Merci pour votre attention. Ok, merci mademoiselle Doliciane pour cette excellente présentation. Bon, c'est ça. Et bon, on va passer à la deuxième phase. Cette présentation était passionnante et ça a fait appel à beaucoup de domaines, notamment l'analyse numérique, les topologies. Voilà, bon, je pense que beaucoup de personnes ici ont déjà entendu parler de ça. On va passer à la deuxième phase de questions et bon, étant donné que nous sommes un peu nombreux, on va juste lever la main pour que je puisse attribuer la parole. Voilà. Alors, bon, il y a déjà une première personne. Bon, Samuel a une question ou bien des suggestions.
Oui, merci. Merci pour la parole donnée et merci à Noliciane pour sa brillante présentation. Ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai deux ou trois questions. La première, c'est est-ce que le min que je vois là, est-ce que c'est minimum ou bien minimal? Pour dire que est-ce que une solution qu'on trouve à un problème inverse est unique ou ça, on peut avoir plusieurs solutions? Ça, c'est ma première question. Ensuite, l'autre question, c'est à la page 6, je ne comprends pas ce que ça veut dire explosion de la solution. Quand on dit une solution explose, ça veut dire quoi? Il y a aussi un rapport avec le, quoi, le microscope. Dans le cas de microscope, c'est quoi le problème inverse là-dedans et comment on résout? Je sais pas. Ça veut dire quoi résoudre ce problème inverse dans le cas de microscope? Peut-être que j'étais distrait, j'ai pas bien vu le lien avec le microscope et problème inverse. Et si vous permettez, pour finir, j'aurais quand même souhaité avoir la définition de super résolution. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, j'en ai terminé. Peut-être je vais revenir plus tard. Mais ça met la question. En fait, la première question, c'était est-ce qu'il y a une liste de la solution, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour un problème d'optimisation en général. La solution n'est pas toujours unique, ça dépend. Par exemple, lorsqu'on veut minimiser une fonction f, déjà le min, c'est minimum, pas minimal. Donc, trouver le minimum de la fonction. Lorsqu'on a un problème d'optimisation qu'on résout, généralement, c'est vrai que dans les applications de la vie réelle, la solution n'est pas générale, la solution n'est pas unique. Mais en fait, tout dépend de notre modèle. Donc, si je veux minimiser une fonction f, par exemple, si cette fonction est strictement convexe, alors la solution sera unique. Sinon, la solution ne sera pas unique. C'est pour ça que en problème inverse, lorsqu'on ajoute l'a priori, donc lorsque sur la solution qu'on cherche, c'est pour dire en fait que, bon, puisqu'il y a un champ peut-être vaste des solutions qu'on cherche, alors on veut une solution qui est comme ça, donc qui a ces propriétés-ci. Donc, de base, il n'y a pas forcément unicité de la solution, ça dépend. Si ta fonction est strictement convexe, alors il y aura unicité. Oui, d'accord. Maintenant, tu conviens avec nous que minimum, c'est quelque chose de unique. Mais ça, c'est minimum pour le F de la solution. D'accord, je comprends. Ah oui, c'est minimum plus le f de la solution, je suis d'accord, ouais, je vois. Oui. Donc, généralement, quand je dis on trouve x, ce sont les points en lesquels le minimum est atteint. C'est ces points-là Oui. qui peuvent être nombreux. Mais le D'accord. minimum est unique lorsque la fonction est convexe. Bon, le minimum D'accord. est toujours unique en tout cas. Ah, D'accord. Et bon, le C, là, c'est quoi? C'est un sous-ensemble ou bien c'est un sous-espace vectoriel? C'est un sous-espace vectoriel. Un espace vectoriel, ça peut être E lui-même. Ça dépend. Parfois, il y a l'optimisation avec contraintes. Ou, par exemple, on a les contraintes qui sont, on veut par exemple une solution telle que g de i soit égal à, donc, peut-être que g de z soit égal à un h, donc, à un L, par exemple. Et on inclut ça lorsqu'on fait l'optimisation parce qu'on cherche les solutions qui sont dans ce domaine-là. OK. Ensuite, il y avait la question sur l'explosion de la solution. En fait, euh, quand je disais que la solution explose, c'est parce que ici, on va se rendre compte qu'il y a, bon, si on observe, en fait, quand on regarde ce qui est écrit, c'est x plus v, la matrice diagonale formée de 1 sur sigma i, où les sigma i sont les valeurs singulières du h. Maintenant, vraiment, les valeurs singulières, en fait, sont les racines carrées des valeurs propres de h transposées par h. Donc, si ces valeurs-là sont très petites, plutôt que de trouver la solution X qu'on cherchait, on trouvait une X plus une quantité qui sera grande. C'est pour ça qu'on dit que la solution explose. Et dans le cas de la régularisation, tout dépend du paramètre lambda. La régularisation lambda est censée être strictement positive. Si lambda est strictement positif, même si le sigma i est très proche de zéro, alors cette quantité c'est toujours contrôlée. Donc, il n'y aura pas explosion de la solution si je vais utiliser le même terme.
Maintenant, pour la super résolution, si par exemple, euh, on prend deux téléphones portables, on prend l'iPhone, on prend par exemple Nokia. Si on me filme en photo, si on prend ma photo sur Nokia, ça sera très flou, tandis que sur l'iPhone, donc ça brille, quoi. C'est comme la photo originale. Et donc, ça veut dire sur l'iPhone, ce qu'on voit, c'est une image qui est super résolue. Donc, juste pour dire que la super résolution, c'est en fait une image qui est. Donc, une image super résolue, c'est une image qui est très claire, presque originale. C'est un peu ça. D'accord, ok. Ça m'enlève ce doute-là parce que quand je voyais résolution, je pensais que c'était par rapport au problème. Et puis quand on dit super résolution, je me dis, mais attends, on résout quel problème de façon superbe ou bien... Non, maintenant je comprends tout. C'est par rapport à l'image, super résolution. Ah oui. Ok. Mhm. Bon, je ne sais pas si Samuel a fini avec ses questions. Il manquait l'autre par rapport au microscope. Je voyais pas, je n'ai pas vu le lien direct avec le problème inverse. OK. On a le microscope. Le microscope, comme c'est un appareil optique, il y a les limites qui sont la diffraction, il y a les limites qui sont le bruit. Donc, par exemple, plutôt que d'observer une image qui est très claire comme ceci, lorsque le microscope de fluorescence va capturer une image, on va plutôt observer quelque chose qui est comme ça, donc un peu flou. Maintenant, ça, c'est la physique d'acquisition d'une image au microscope. Donc, il y a ce processus-ci. Il y a une convolution avec une fonction d'étalement, donc avec la fonction de flou. Il y a le bruit. Donc, c'est comme ça qu'on modélise en fait une image qu'on a acquise au microscope à partir de l'image originale qu'on ne voit pas. Donc, c'est que le problème inverse consiste ici à aller à partir de l'acquisition qui a été brutée, que le microscope nous a donné comme image, on veut savoir ce qui s'est caché derrière. Donc, quelle est l'image originale qui est derrière? Donc, quand je dis on résout un problème, donc pour cette partie de cette limitation du microscope de fluorescence, une technique, c'est de résoudre un problème inverse. Donc, à partir de Y, on va essayer de convoluer et de débruiter afin de pouvoir trouver l'image originale. D'accord, super. Merci, Lucien. Donc, voilà. On va passer la parole à Régine pour sa question ou remarque. Merci, merci. Merci Aneva pour la présentation. J'ai aussi appris de nouvelles choses aujourd'hui. Bon, mais j'ai certaines remarques et certaines questions également. Bon, par exemple, d'abord pour la remarque, j'ai pas chance il a quand même, Samuel a posé la question parce que j'ai vraiment pas vu le lien entre le problème inverse et le microphone. Vraiment, j'avais vraiment pas vu le lien. Et deuxièmement aussi, lorsque tu as présenté le plan, tu nous as dit que tu allais nous parler des trucs avec gris et sans gris là. Mais au niveau de la présentation, c'était déjà comparaison dans le même slide. Donc, finalement, on se perdait. On pensait qu'on devait avoir un truc pour les sans gris d'un côté et avec gris d'un côté. Et après, maintenant, on pouvait avoir la comparaison. Donc là, ça nous embrouillait beaucoup. Bon, moi, ma question est sur le slide numéro 6 au niveau des estimations. Tu as parlé S'il te plaît, d'estimation du slide numéro 6. attends, s'il te plaît, Régine, est-ce que je peux aller pas à pas pour répondre à tes questions? Non, là-bas, c'était pas de question, c'était juste des remarques. Si tu vas pouvoir faire le commentaire après, si tu veux. Bon, tu peux faire le commentaire avant, si tu veux, mais je préférais poser la question avant. Tu peux y aller. Ouais, le feu. Ok, tu as dit que que tu n'as pas vu le lien entre les problèmes inverses et les microscopes, c'est ça? Non, j'ai dit, je n'avais pas vu, mais Samuel a posé la même question, donc là, j'ai pu avoir le lien. Ok. Et le deuxième, c'était au niveau quand tu avais parlé d'optimisation sans gris et optimisation avec gris. Dans le plan, tu nous as présenté ça de manière séparée, mais lors de la présentation, on avait l'impression que tu faisais plutôt une comparaison entre les deux dans le même slide.
Oui, Donc, ça embrouillait un peu. On ne savait pas trop comment s'y prendre. Du moins pour moi, ok. c'était un peu ça. Donc, j'ai une première question sur le slide numéro 6. Au niveau de tes estimations. Ah. Oui, l'estimation de θ là. Bon, je vais supposer comme toi qu'elle suit une loi normale. Lorsque tu utilises la vraisemblance, quel paramètre tu estimes exactement? La moyenne C'est ou juste, tu estimes la moyenne ou même tu estimes la variance? je n'estime rien des deux. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Quand on veut résoudre un problème inverse comme ça, donc si tu x, tel que y est égal à h de x plus un étant, on peut décider de minimiser l'erreur entre y et h de x. Donc, minimiser l'état, c'est-à-dire minimiser la distance, donc l'erreur entre y et h de x. Mais maintenant, quand je dis distance, c'est moi. Quelle distance, en fait? Ici, je vais dire la distance des mondes carrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre peut ne pas vouloir utiliser la distance des mondes carrés. La distance des mondes carrés ici est justifiée par le fait que, par la statistique sur le bruit. Donc, cette variable aléatoire sur une loi normale ou bien une loi de Poisson, par exemple, on peut montrer que le paramètre de maximum de vraisemblance, donc qui maximise la vraisemblance des données, Justement, sera c'est la ça le solution problème. de C'est ça l'optimisation. le problème. Ce n'est pas la vraisemblance. C'est le maximum, c'est le paramètre de moins de carré qui minimise la variance. Ce n'est pas la vraisemblance. La vraisemblance est beaucoup plus utilisée pour estimer les paramètres. C'est pour ça que ma question était posée, que c'était sigma ou mu que tu estimais. Je dis Ça, ceci, ça c'est une forme quadratique. Et pour l'estimer, la littérature a montré que pour je, trouver le meilleur estimateur, c'est le moins de carré. Mais toi, tu nous as parlé de la vraisemblance. Je m'attendais à avoir un log de quelque chose. non, Là, il est je pense perdu. qu'on ne se, juste qu'on ne se comprend pas toujours. Mhm. Tu, il dit ceci, si j'ai y égale à h de x plus eta, par exemple, si je Mhm. décide de faire l'estimation de x en utilisant la méthode de maximum de vraisemblance, quand on dit maximum de vraisemblance, c'est la probabilité de y sachant x. Y, c'est la donnée observée. Y, c'est mon paramètre. Et x, c'est mon paramètre que je vais observer. Donc, quand je dis θ, mon θ ici, c'est ce que je vais observer. C'est mon image originale. Donc, c'est mon x, en fait. Mhm. Si je veux maximiser, donc, si je veux trouver mon paramètre qui est x, qui est ce que je cherche, alors que je vais calculer la vraisemblance, qui est la probabilité de y sachant x. Maintenant, là, il me faut maintenant maximiser cette vraisemblance-là pour pouvoir trouver le meilleur x. Maintenant, si je maximise cette fonction de vraisemblance, ça revient en fait encore à minimiser l'erreur de moins de carré entre x et h de x. Et c'est comme ça que l'erreur de moins de carré est justifiée dans ce cas. En fait, parce que la manière dont tu expliques, c'est quand tu utilisais deux méthodes dans le même calcul. Il peut La, arriver que quelqu'un d'autre utilise le moins de carré, mais il donne une autre la justification. vraisemblance, c'est une méthode à part et les moins de carré, c'est deux méthodes différentes pour estimer les trucs. C'est la même Bon, chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la même chose. sans, On peut sans C'est vouloir, calculer. bon. sans vouloir vous Bon, couper, j'espère que par exemple, il pense que Anne va en tête dit que minimiser en utilisant par exemple le moins de carré ou en utilisant la vraisemblance, les deux points sont équivalents. Au lieu de faire par exemple le moins de carré, elle fait plutôt la vraisemblance. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle dit. Je Ce que crois je dis, pas c'est que ceci. Je peux oublier le mot moins de carré ici. Je dis, ma statistique du bruit, c'est par exemple une loi normale, mon bruit soit une loi normale ou bien un paramètre. Je rappelle, ou bien une loi de Poisson. Je rappelle ici que généralement, donc on connaît quantifier le bruit, c'est-à-dire on peut connaître les paramètres de la loi normale. Donc ça, c'est connu. Je dis, mon inconnu, c'est mon paramètre que je cherche, qui est mon image super résolue, c'est mon X que je suis en train de chercher. Et donc oublions le mot moins carré, comme je suis en train de dire, calculons le paramètre qui va maximiser la vraisemblance. Si on calcule la vraisemblance, qui est la probabilité de y sachant x, et qu'on la maximise, on va retomber sur minimiser cette expression-ci que vous voyez. Et c'est comme ça qu'on justifie le fait qu'on a envie d'utiliser l'erreur des mondes carrés à ce niveau. Hmm, bon, j'aime de parler, mais je ne sais pas si c'est mon tour. Mais je voulais juste te Bon, parler c'est pour le juste ce même qu'il va cas. falloir. Elle a dit que c'est comme ça qu'on justifie. Ça veut dire qu'il va falloir, bon, pour Régine, par exemple, vous regardez au niveau de la justification de l'utilisation de l'erreur de moins de carré, ou bien de l'utilisation
de la vraisemblance. Bon, je pense on va passer à d'autres questions. Bon, si Régine n'a plus de questions, on va passer à d'autres questions parce que ce commentaire peut être fait bon, bien après. Il y a pas de souci. Et aussi, dans ton slash, là, Neva, on voit le français, on voit l'anglais. Bon, on sait que le Cameroun est bilingue, mais par exemple, on voit solution stable, what do you do? So, Régine, quels sont les commentaires qu'on peut et faire ça bien aussi, au après? niveau de ton implémentation, des paramètres que tu as obtenus, ce sont lesquels? Après optimisation, quels sont... Voilà, j'ai pas noté le slash. C'est quand même que c'est à la fin, là. Au niveau de l'optimisation, optimisé. Donc, les résultats que j'ai présentés, c'était sur l'optimisation de la fonctionnalité Bilasso. Donc, je vous montrer en fait la combinaison linéaire de Dirac qu'on a reconstruit. Donc, le modèle que j'ai reconstruit en utilisant l'algorithme sliding Fanhope. Et c'était ça. Donc, ça, c'est l'image réelle, par exemple, que je cherche à reconstruire. Et ça, c'est l'acquisition. Donc, ça, c'est donc, la donnée que j'ai au préalable. Et ça, c'est Mhm. ma reconstruction que j'obtiens. Et oui, je demande que tu as eu la reconstruction avec un paramètre. Dans la machine. Paramètres, est-ce que tu parles du paramètre de régularisation? Merci. Oui. Ok. Les paramètres de régularisation, ici, donc, j'ai lambda comme paramètre de régularisation. Ce paramètre de régularisation, à ce niveau, j'ai juste testé plusieurs valeurs, donc une sorte de grid search. Donc, je n'ai pas fait une estimation de lambda. J'ai juste fait un grid search pour trouver pour trouver le paramètre qui est le meilleur paramètre, qui me donnait la meilleure estimation, c'est tout. Mais on pouvait aller plus loin, sauf que ce n'était pas trop l'idée de ce que je faisais. Donc, tu as fait de Ok, l'auto-optimisation. ok, merci Aneva et merci Régine pour cette discussion. On va passer Merci, aux Aneva, prochaines merci. Tu questions. as quand même, je crois que tu as répondu quand même assez à mes préoccupations, mais je vais Voilà. quand même, il faut voir si je peux avoir le temps pour bien regarder la méthode là, avec Ok. mélange entre bâtiment Donc, et... si tu Jérémy, as je des pense questions, que en tout Jérémy cas, tu avait peux une me question. poser. S'il vous plaît, on va passer la parole à Jérémy. Chato d'abord, chato, avec écrit dans le chat. Bon, voilà, on va d'abord. Oui, c'est vrai, il y a une question dans le chat. Bon, après, c'est Jérémy. Bon, Ensuite, Michael, Ahmed. il dit merci Aneva pour ta brillante présentation. Il a une question. En ce qui concerne la régularisation, serait-il possible d'utiliser la régularisation euh, L0. L0 ou bien OMP ou orthogonal matching pour suite au lieu de celle de l'assaut? Sinon, pourquoi? Bon, parmi les deux régulations qu'il a citées, je connais la régularisation L0. La régularisation L0, c'est en fait la somme des coefficients. Ça permet de trouver les solutions qui sont sparses. Donc, généralement, le lasso, normalement, la base du problème d'optimisation, donc, en fait, il veut dire, quand tu cherches la meilleure régularisation qui va favoriser la parcimonie, donc l'idéal, c'est la régularisation L0. Sauf qu'avec la régularisation L0, c'est souvent compliqué. C'est pourquoi il y a le lasso, donc, qui donne, donc, avec la régularisation L1. Et la régularisation L1, on montre aussi que, bon, les solutions sont sparses. Par exemple, vous voyez la norme L1. Si vous prenez un nombre L1 qui est un peu comme le losange, vous allez voir que donc, si un repère R carré, par exemple, vous allez voir que les points extrémaux sont situés donc, sur les axes des repères. Donc, c'est pour ça qu'on dit en fait que ça favorise les zéros. Donc, on vous dit que le L0, c'est l'idéal, mais comme c'est un peu compliqué, on préfère généralement le L1. Par contre, pour le machine push, j'ai pas bien compris. Peut-être il peut m'expliquer ce que c'est. Peut-être que c'est intéressant. Bon, je ne sais pas You si... have the floor. Bon, en attendant je ne sais pas s'il est là, mais en attendant qu'il vienne, on va prendre la question de Jérémy. Bon, il a dit désolé, il est dans le train et il y a du bruit, mais merci pour ta clarification. Bon, je pense qu'il va pouvoir, s'il arrive, il va pouvoir bon, nous éclaircir sur l'OMP. On va prendre la question de Jérémy. Jérémy, si tu as une question. Bonsoir à tous. Merci de me passer la parole. C'était pas en réalité une question, mais quelques remarques à l'endroit de la question de Samuel. Euh, merci merci beaucoup pour ta présentation. La question, une des questions de Samuel, c'était de savoir si
l'ensemble des contraintes, l'ensemble C, était nécessairement un sous-espace vectoriel. Si on admet, et c'est le cas pour plusieurs cas, que the forward model, c'est-à-dire la fonction h que Aliciane a proposée, si par exemple elle est linéaire, alors si on admet aussi que l'ensemble des contraintes est un sous-espace linéaire, alors ça sera difficile de trouver un minimum pour la fonction parce qu'il suffit de laisser un coefficient lambda aller vers plus l'infini et la fonction pourra peut-être aller vers moins l'infini. Donc en général, l'ensemble des contraintes, il est librement choisi. Il peut être n'importe quel sous-ensemble de l'espace entier. Et comme euh, Aneva a bien mentionné, ça peut aussi être tout l'ensemble tout entier, l'optimisation sans contrainte. Généralement, cet ensemble de contraintes aussi, c'est l'information qu'on ajoute pour régulariser la solution. Comme Aneva a bien précisé, on peut savoir dès le départ que ce qu'on cherche à reconstruire est un élément positif. Là, on va imposer que l'algorithme nous retourne des valeurs positives, ou bien on peut imposer que l'image qu'on ait à la fin par l'algorithme est un maximum de 0, un maximum possible de 0. Et là, on utilise la norme 0. Il a aussi posé la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire que l'explosion. Je pense que c'est un problème qu'on a avec les mesures qu'on fait. On veut retrouver une image à partir de certaines mesures, mais le problème, c'est que le dispositif physique qui permet d'obtenir ces mesures, il y a des erreurs. Par exemple, quand on fait Désolé, je cherche les mots en français. En anglais, c'est EEG, c'est électro, bon, something with electric and, yeah, sorry for that. Disons même MRI, c'est-à-dire l'IRM, l'imagerie médicale, c'est-à-dire ce gros dispositif, cette grosse machine qui est dans les hôpitaux. On envoie un patient et on envoie des impulses. Maintenant, le problème, c'est-à-dire des impulses magnétiques, le problème, c'est que par là, les voitures aussi passent et du bruit s'ajoute aux données. Donc, avec ce bruit dans les données, on aimerait que l'algorithme qui va reconstruire la solution se batte à retrouver quelque chose qui est raisonnable. Donc, elle a bien mentionné, Annie va bien mentionner que on veut aussi un problème stable, on veut que la reconstruction soit stable, c'est-à-dire que s'il y a un peu de bruit dans les mesures qu'on fait, puisque l'appareil de mesure n'est pas parfait, on aimera aussi que ce qu'on reconstruise ne soit pas trop loin de la solution réelle. Elle a pris l'exemple de la décomposition en valeurs singulières. Je pense que la remarque qu'elle voulait faire, c'est que si tu regardes à la différence entre la vraie solution et la solution que l'algorithme te redonne, ça sera une différence. Cette différence va aller vers plus l'infini lorsque le bruit va vers 0, je pense. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que lorsque il y a, on ne veut pas qu'en présence de bruit, l'algorithme s'éloigne de la vraie solution. C'est ça qu'elle voulait dire par exploser. Et c'est pour ça qu'elle régularise. Et ouais, il y a beaucoup parties à ce sujet. Je ne sais pas si c'est tout ce que j'avais à dire. Mais si, je vais revenir si j'ai quelque chose à ajouter. D'accord. Merci. Merci Jérémy pour ces clarifications et bon, pour ces apports. Bon, on va passer à la prochaine question. Bon, Annie va nous dire, on va passer à la prochaine question, la question d'Ahmed. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, Ahmed, on t'entend parfaitement. Alors, merci Dolician pour l'exposé parce que ça m'a permis de comprendre un peu l'enjeu dont il est question. Donc maintenant, je veux savoir, dans les exemples que j'ai pu analyser, comprendre de mon côté, on essaye vraiment de retirer du bruit sur une image, par exemple, de base.
Si je me trompe, vous pouvez me couper à tout moment. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible qu'on ait de la correction s'il n'y a jamais l'image, si on manque un fragment de l'image, est-ce que c'est possible, quelque part dans l'algo, de faire une reconstruction de la partie manquante? Bon, je ne sais pas si la Alors, question est dans le contexte. Oui? oui, effectivement, c'est ça qu'on appelle la super résolution, en fait. Ah, Parce que s'il fallait juste retirer du bruit, on devait dire débruitage. S'il fallait juste retirer le flou, on devait dire déconvolution. Maintenant, quand on dit super résolution, ça veut dire on veut aller au-delà de tout ça. Et donc, c'est pour ça que si on, quand on utilise, c'est pour ça que j'ai parlé de deux approches, les approches discrètes et continues. L'idée de l'approche continue, c'est pour apporter ce facteur de super résolution là, parce que sur les approches discrètes, ok, il va supposer que oui, j'ai mon maillage, donc j'ai ma discrétisation, je fixe les positions, je m'en vais chercher les positions qui m'intéressent. Tandis que la super résolution, je vais dire, je vais aller partout dans le domaine là et retrouver. Parce que de base, quand on a une image, l'image est toujours discrète. L'image n'est jamais, l'image, c'est une quantité qui est discrète. Donc, ce qu'on observe, c'est discret. Et nous, on veut aller dans le continu. Donc, on veut aller dans les différents pixels en discret pour fouiller à l'intérieur et voir s'il n'y a pas d'autre chose qui se cache. Donc, c'est ça l'idée de super résolution. Et c'est dans ce sens que, dans ce cas, je peux parler de, bon, peut-être ajouter un plus. Mais sinon, ça, ce ne sont pas les algorithmes de restauration. Parce que c'est comme, non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une autre place, toujours, un autre domaine ici, en traitement d'image, où les gens peuvent aller chercher à retrouver quelque chose qu'il n'y a pas. Donc, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, l'idée, c'est la super résolution, comme je viens de le dire. d'accord, je pense Donc, que si, je j'ai sais calmé. pas, Ahmed parlait. Oui, oui, je vous disais que je pense que j'ai un peu capté ce qu'elle voulait dire. Ok. Il veut se voler un peu partout. Ça signifie qu'en réalité, lorsque le microscope, par exemple, renvoie l'image, ça signifie qu'il y a des parties qui ne sont pas bien visibles. Le but, c'est de bien visualiser ça en augmentant la qualité de l'image. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, comme j'ai dit, une limite du microscope de fluorescence, c'est que, par exemple, comme la limite de la diffraction, c'est 200 nanomètres. Si tu utilises un microscope de fluorescence, les virus, comme ça, tu ne peux pas voir. Donc, sur l'image que le microscope va te renvoyer, il n'y aura pas ces particules-là. Maintenant, quand on dit super résolution, c'est pour aller chercher ces particules-là. C'est pour ça on va dire, bon, on va résoudre un problème inverse en continu qui va nous permettre d'accéder à la super résolution. Donc, d'aller chercher ce qu'il n'y a pas là. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. OK. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour Romaric. Amant. Tu peux partir sur Amant. Bon, c'est parce que tu as posé une question. Non, je vais juste Bon, bon, OK, concentrer. on va passer alors à la prochaine question, la question d'Ama. Oui, salut, vous m'écoutez? Oui, oui, on t'écoute. Ah, ça c'est super. Donc, ce que je voulais juste te dire, c'est que je pense que Dolichian avait déjà eu à présenter un de ses travaux. Je ne sais pas si c'est exactement ceci. Lors du webinaire organisé par les étudiants de EMS Cameroun, les alumni. Et je peux vous rassurer que la présentation que j'avais vue cette fois-là et celle-ci, il y a eu bel et bien des améliorations. Donc, déjà pour ce faire, j'aimerais féliciter déjà Luciane pour ce bon travail. Donc, j'aimerais aussi, Luciane, est-ce que tu peux aller à la fin de tes slides? Bon, au niveau des simulations. Très bien, très bien, parfait. Là, ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe une méthode dans la littérature qui vous permet de choisir votre paramètre lambda de façon optimale pour faire votre simulation? C'est la Oui, première. donc, oh, Oui, et la deuxième question est la suivante. Par exemple, vous avez utilisé la mesure de Dirac, je ne sais pas trop, par exemple, pour faire votre simulation dans ce cas. Et effectivement, on a des cas beaucoup plus. Je vois, s'il te plaît, tu peux venir avec la troisième image. Deuxième, troisième.
Ok, voilà. Maintenant, je me dis, pour rendre, par exemple, ton image beaucoup plus lisse, c'est-à-dire on peut essayer de le mailler dans ton to be continuum. J'aimerais savoir où dans ton to be continuum, tu vas essayer de mailler, par exemple, pour pouvoir obtenir quelque chose de beaucoup plus, un truc beaucoup plus fin comme l'image première. Et pour cela, est-ce que tu vas changer la mesure? Tu vas pas utiliser, tu vas par exemple utiliser une mesure de, je sais pas trop, juste pour dire, comme la mesure de A généralisée de celle de l'EBF, est-ce que tu vas vouloir changer de mesure ou bien tu dois regarder le problème dans un autre sens? Ça, c'était mes deux questions. Merci, docteur Amand. Euh, pour la première question qui consiste à trouver toutes les techniques pour faire un choix optimal de lambda. Oui, ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Il y a les méthodes de L-curve, il y a plusieurs autres méthodes que moi je connais pas parce que vraiment pour le moment, j'ai pas encore eu à attaquer les problèmes qui me permettent j'ai pas encore eu à faire peut-être une optimisation pour trouver le meilleur paramètre lambda. Et il y a même les méthodes qui optimisent à la fois sur lambda et sur le X. Donc, il y a beaucoup de méthodes à la littérature, vraiment, je pense. Et pour reconstruire les trucs qui seraient un peu continus, voilà. Maintenant, la première approche qui disait mailler, donc peut-être mailler cette solution-ci, j'avais pensé à ça, mais le problème c'est que comme c'était pas... Donc, si par exemple j'ai une thèse, bon, si par exemple je dis que je décide de mailler les mesures de Dirac, bon, comme je ne me retrouve pas dans un espace un peu qui est bien défini, je ne sais pas comment est-ce que je vais optimiser dessus. Par contre, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de changer, de ne plus travailler dans les espaces des mesures de radon. Parce que là-bas, les points extrémaux de la fonctionnelle, donc les points extrémaux, en fait, en fait, la solution du problème, comme je dit, c'était une combinaison linéaire de mesure de Dirac, c'est parce que les points extrémaux de la boule d'unité de la norme TV, là, ce sont les mesures de Dirac. Comme ça, les mesures de Dirac et que je veux éviter, je travaille maintenant dans l'espace de mesure de radon vectoriel. J'ai une régularisation qui est donnée par la somme entre la norme TV et la norme de TV de la divergence. Donc, la norme TV de la mesure et la norme TV de la divergence de la mesure. Et je sais que les points extrémaux de cette régularisation sont maintenant les mesures portées par les courbes. Donc, c'est pourquoi, pour le moment, je suis en train de travailler dans cet espace-là, dans l'espace des mesures de radon vectoriel. Donc, en fait, c'est l'espace des charges. C'est l'espace des mesures de radon vectoriel, tel que la divergence est encore une mesure, pour pouvoir retrouver les mesures qui seront supportées par les courbes, afin de ne plus avoir ce problème de structure en pointillé. Super. Ok, merci, j'ai plus de questions. Merci, donc, Ok, merci pour vos questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans... Il n'y a pas de questions dans le chat. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. Oui, Jérémy a encore des questions ou des remarques. Oui, Jérémy, tu as la parole. Merci. Je réfléchissais juste à la question du docteur Amand. Il voulait savoir comment est-ce qu'on peut, au lieu de retrouver une structure discrète comme celle-ci, si on pouvait obtenir une courbe. J'ai quand même eu à regarder un problème où il fallait reconstruire la trajectoire d'une particule et les auteurs dans leur papier, ils ont supposé dès le départ que la courbe est une combinaison linéaire de certaines courbes particulières. Ils ont appelé ça spline function. Donc, ils supposent que c'est une combinaison linéaire et maintenant ils optimisent les coefficients de la combinaison linéaire. Là, à la fin, tu vas te retrouver juste avec une courbe continue. Je ne sais pas si c'est applicable ici, je ne sais pas quelle est la nature de ce qu'on sait à l'avance. Et voilà, c'est une piste. Et bon, c'était juste en passant. Je pense il y a aussi une question qui a été posée. On ne voyait pas la relation entre le problème inverse et, et le microscope. Je pense que Aneva a présenté la convolution. La convolution, c'est un opérateur qui, appliqué à une image, euh, te donne une autre image. Et je ne sais pas si c'est un opérateur compact, mais sous certaines conditions, ça doit être un opérateur compact. Que bien sûr, dans le problème inverse, on essaie d'inverser
En ce qui concerne la microscopie, j'essaie de voir le lien entre cette opération de convolution et la microscopie, mais tout ce que je sais sur la microscopie, c'est pas seulement sur la microscopie, mais aussi sur tout ce qui est diffraction. C'est qu'en réalité, le modèle physique là-bas peut être représenté par la transformée de Fourier. Voilà, ce modèle de diffraction. Si on suppose que l'écran est assez éloigné de l'échantillon, alors l'image qu'on observe à droite, le diffraction pattern, c'est en réalité la transformée de Fourier de l'objet qu'on essaie de visualiser ou bien d'observer la structure profonde. Donc, mais en général, comme vous voyez, diffraction pattern, je ne sais pas, en fait, ça, ce sont sur chaque élément, sur chaque grille, ça doit être une valeur complexe, mais en réalité, les appareils de mesure ne mesurent que l'intensité. Donc, ils perdent, par exemple, des phases. Ils perdent l'argument du nombre complexe. Et ça, c'est un problème en problème inverse, désolé de la répétition, qu'on appelle phase retrieval. Je voulais juste te dire que la transformée de Fourier apparaît très rapidement dès qu'on parle de diffraction ou bien de microscopie. Et il y a une relation entre la convolution et la transformée de Fourier. Si on prend la transformée de Fourier de la convolution entre deux objets, on se rend compte que dans l'espace de Fourier, on est en train juste de multiplier les transformées de Fourier de ces deux éléments. Donc, je ne sais pas exactement quel est le lien entre la convolution que Annie va présenter et le processus de microscopie où la transformée de Fourier peut certainement intervenir. Mais à la fin, il s'agit toujours d'inverser un opérateur qui modélise le phénomène physique. Et en microscopie, ça doit certainement aussi être un opérateur mathématique qu'on essaie d'inverser. Parfois la transformée de Fourier, bien parfois la norme de la transformée de Fourier. Ouais, merci. Ok, merci Jérémy pour ces remarques et ces différentes contributions. Je ne sais plus s'il y a des questions. Bon, je vois la main de Oui, Maurice Samuel, encore une question. oui, une question mélangée à un commentaire et peut-être une extension. Euh, Parce que j'ai envie aussi de comprendre beaucoup de choses relatives à ce sujet. Bon, est-ce que la mission des problèmes inverses, enfin, est-ce que la correction dans les images, c'est l'une des missions du, du problème inverse? Ou alors, on confond les deux domaines, c'est-à-dire problème inverse égale à correction d'image. Parce que aussi, ça me fait penser à un domaine de mathématiques qu'on appelle le code correcteur d'erreur. Je crois qu'Armand peut dire quelque chose là-dessus aussi, parce que aussi, là-bas, on fait beaucoup dans la correction de l'information. Lorsqu'il y a une erreur qui s'est glissée, on veut retrouver la vraie information de départ. On utilise des méthodes algébriques pour y arriver. Alors, et aussi, est-ce que, si ma question là-bas, c'est-à-dire si la correction d'image est une des missions du problème inverse, est-ce que aussi les codes correcteurs d'erreur peuvent aussi être localisés dans les problèmes inverses? Armand, tu peux aussi aider à me clarifier, hein, parce que aussi, je suis déjà en train d'aller dans un autre domaine, mais qui parle quand même de la même chose lorsqu'il s'agit de la correction de l'information. Je ne sais pas si c'est M. Armand qui va d'abord répondre ou moi, en tout cas. Bon, Bon, oui, en ce qui te concerne, j'ai demandé, est-ce que la seule mission des problèmes inverses, c'est la correction d'image? ce que je disais, c'est que problème inverse, c'est un truc général. C'est une façon de répondre à une question. Donc, c'est une façon de partir chercher un truc, une quantité qui n'est pas directement observée. Et une application des problèmes, je savais dire quoi? Dans le cas d'imagerie, je peux résoudre mon problème en utilisant les problèmes inverses. Donc, quelqu'un d'autre peut utiliser une autre approche qui n'est pas les problèmes inverses. Donc, ça, c'était Oui. juste une application. Et maintenant, pour ce qui concerne la correction,
dont vous êtes en train de parler, ça dépend. Si tu connais modéliser la physique d'acquisition de ton problème, ça veut dire quoi? Ce que tu as, c'est un truc peut-être qui n'est pas corrigé. Et si tu connais modéliser la correction là, et que tu peux inverser, donc en fait, si tu connais modéliser, alors tu peux voir si tu aimerais utiliser l'approche problème inverse pour résoudre ton problème, c'est-à-dire pour trouver ton image corrigée, bien bon, ta quantité corrigée ou pas. Moi, c'est ce que je peux dire. OK, je reformule maintenant, peut-être Armand va m'aider. Est-ce que les codes correcteurs d'erreur peuvent aussi être logés dans le domaine des problèmes inverses? Ok, vous m'écoutez parfaitement, j'espère. Oui, oui, oui. Oui, Bertrand, parfaitement. ça c'est une excellente question et je vais un peu essayer un peu d'apporter, je ne sais pas trop si je peux dire une petite contribution en espérant que ça soit une contribution, peut-être je peux raconter des bêtises. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les codes d'erreur, la philosophie qui est derrière, c'est quoi? C'est que vous savez que sur notre téléphone, nous avons des micros. Donc, quand on veut, par exemple, communiquer avec quelqu'un à travers notre téléphone, il y a un micro derrière qui transforme l'information sous forme de bits. Et l'information sous forme de bits est transmise, par exemple, sous forme d'onde à travers un canal de transmission. Maintenant, le canal de transmission peut être bruité parce qu'il y a le vent. Le canal de transmission, généralement, il y a le vent, il y a tout ce qui va avec. Ce qui fait que l'information peut être perturbée. Si j'envoie des 0 et des 1, ça peut être qu'à la place des 1, on peut mettre 0 et à la place du 0, on met 1. Là, maintenant, on a fait quand le récepteur, quand celui à qui j'envoie le message reçoit, il peut recevoir l'information avec plus une erreur. Donc, c'est ça un peu la philosophie des codes correcteurs d'erreur. Et la différence, c'est que là-bas, nous travaillons dans des espaces SP, c'est-à-dire dans des corps finis. Et on peut les voir aussi comme des espaces vectoriels en montant la dimension supérieure. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le problème inverse dans ce cas, oui, il peut être formulé. Je pense que récemment, en 2018, Terence Taro, qui travaille dans le domaine de la théorie de l'information, a résolu un problème dans cette direction avec, si je ne me trompe pas, Barry Green. Je peux peut-être vous envoyer le lien du papier je peux vous envoyer le lien du papier dans le groupe si possible, où ils font un travail remarquable dans cette direction. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un domaine il se situe dans le domaine de la théorie de l'information et qui n'est pas trop mon domaine de compétence parce que je travaille beaucoup plus dans la géométrie différentielle, diophantienne, c'est-à-dire la théorie algébrique des nombres. Donc, je pense que je peux envoyer juste le lien. Bertrand va prendre connaissance du problème, voir déjà comment on peut le modéliser, regarder le problème. D'accord. Maintenant, s'il a plus d'informations, on pourra discuter plus tard. Donc, je vais terminer en faisant une remarque. Je tenais déjà à m'excuser du fait que je n'avais pas été là pour la présentation de théorie analytique de nombres qui avait présenté, je pense que c'était Patrick. Et c'était une présentation que j'avais vraiment aimé être là. Mais compte tenu du fuseau horaire, vous avez mis 1 heure et puis je n'ai pas tenu compte du fuseau horaire, je suis venu bien plus tard, compte tenu de ma position actuelle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être, pour ceux qui connaissent Patrick, peut-être dire que nous mettre en contact à travers un chat pour qu'on puisse discuter parce que j'avais beaucoup de choses à apporter et peut-être un peu essayer de discuter avec lui sur des travaux récents qui ont été faits dans la direction de ce qu'il fait. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup, docteur Armand, pour ces remarques et ces contributions. Une dernière, s'il vous plaît, ne mettez plus le titre docteur. Je pense que Armand est largement suffisant. OK. OK. Monsieur Amand, j'ai une question pour vous. Je vous en prie, allez-y. J'ai pas bien compris l'idée du maillage. Je sais pas si en dehors de faire ce que je suis en train de faire, s'il y a d'autres idées pour pouvoir trouver un truc continu. L'idée du maillage, c'est que j'avais un étudiant, bon, je ne veux pas dire j'avais un étudiant, quand je faisais ma thèse, il y avait un étudiant qui travaillait par exemple sur des problèmes de maillage. Tu vois un peu, il avait des problèmes un peu comme celui, il avait un peu des problèmes en dimension 1, il avait un peu des solutions un peu comme celles que tu viens d'obtenir là. Il utilisait certaines structures topologiques pour mailler, c'est-à-dire pour les rendre beaucoup plus lisses, beaucoup plus fins. Dans l'art, je n'ai Est-ce pas vraiment... Oui?
Oui, Doliciane. Non, je voulais demander si est-ce qu'il s'agit quand vous êtes est-ce que quand vous dites mariage, il s'agit d'une méthode d'interpolation ou bien un truc élément fini par exemple au domaine marié, je sais pas. Donc, quand je parle de maillage ici, il s'agit d'une méthode. Je ne pense pas que ça doit être une méthode d'interpolation, hein, puisque moi, je ne maîtrise pas parce que je te dis que parce que c'était un domaine. En fait, ce qu'il avait fait, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il m'avait expliqué. Donc, c'était un maillage. La philosophie qui se cachait derrière, c'était quoi? C'était que il prenait un problème, par exemple, la dimension 1 comme le tien. Tu vois, par exemple, il le représente. Ce qu'il faisait, c'est qu'il venait localement sur le problème, il essayait un peu de le rendre beaucoup plus vif. Et à la fin, il a obtenu une image un peu beaucoup plus continue. Et à la fin, il nous expliquait du genre, généralement, c'est qu'on utilise, par exemple, pour résoudre des problèmes de dimension infinie, méthode infinie, des choses comme ça. Bon, vous êtes mieux placé que moi pour m'éclairer là-dessus parce que je n'avais pas d'idée. Donc, je me disais juste que, bon, peut-être, en utilisant ces méthodes-là, si tu avais par exemple une idée de ce type de maillage, peut-être ça pourrait avoir une modeste contribution, ça pourrait peut-être aider par exemple dans la suite de tes travaux. C'est pour ça que je me pose cette question. Mais qu'à cela ne tient, comme moi je suis mal placé pour vous expliquer cette méthode en détail, je peux peut-être donner le lien de la personne. Je pense qu'il le fait en France et je pense qu'il a meilleur fini sa thèse. Donc il serait mieux placé pour t'expliquer effectivement de quoi il s'agit. Oui, oui, en fait, c'est une bonne idée de me donner son contact. Bon, parce que moi, si je vais expliquer là, je vais raconter que des bêtises. Et ça ne fait pas bon. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous envoyer. D'accord. Merci beaucoup, Amand, pour ces contributions. Et concernant la présentation de Patrick, bon, ça a été enregistré et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Bon, vous pouvez peut-être regarder et discuter plus tard avec Patrick pour savoir exactement ce dont il a parlé. C'est même parce que j'ai déjà regardé que j'ai trouvé Ah, intéressant que je vais discuter avec lui. ok. Ouais, D'accord. Merci beaucoup. Et bon, on va conclure rapidement avec Jérémy qui a, je ne sais pas, une remarque peut-être. Oui, si Samuel nous promettait de ne plus poser de questions, je pense que j'allais arrêter de parler. Voilà, il a posé la question de savoir si les problèmes se résument seulement à, à la correction d'image. Et comme Aniva a bien précisé, les problèmes avec le traitement d'image est une application des problèmes inverses. La définition simple du problème inverse, c'est à partir de certaines données Y, on aimerait retrouver une image, bon, pas une image, ou bien disons un objet X, sachant l'opérateur A qui relie bien la physique d'acquisition, comme Aniva le précise. Euh, donc, dans le cas d'une image, par exemple, floue, j'aimerais quand même, à ce stade, faire la remarque que si tu prends une image et que if you convolve, c'est convolutionner ou bien c'est quoi? Si tu appliques à cette image un masque, ou bien si tu fais la convolution entre l'image et ce qu'on appelle the kernel, ça dépend du kernel que tu prends, ça va te donner une image floue. Donc, Noyau. le noyau, merci beaucoup. Donc, si tu as l'image floue, tu peux te dire, peut-être que cette image floue provient d'une image claire à laquelle a été appliqué un noyau. Et tu dois imaginer ce que ce noyau est. Peut-être tu peux dire que c'est un noyau gaussien. Donc là, tu as ton modèle H, la physique d'acquisition, et tu as ton image, tu as tes données, tu as ton image floue, et tu essaies peut-être de retrouver l'image claire, X. Là, tu as un problème inverse, et tu peux supposer que tu as un bruit d'une sorte additionnelle, l'état que Aniva a présenté. Tu vois que là, on peut reformuler ce traitement d'image comme un problème inverse. Donc, c'est une des applications. Ce n'est pas que ça que les problèmes inverses font. Merci. Bon, avant que OK. Tando ne finisse avec tout, je ne sais pas si Jérémy parlait, je ne sais pas si le noyau renvoie au même titre comme les filtres. Donc, les filtres pour filtrer l'image, je ne sais pas quelque chose comme ça. Tout à fait, OK. c'est exactement ça. Moi, je vais un peu rentrer dans le fait qu'on parlait de Y égale à H de X et on dirait qu'on reconstruit X, sachant Y et H c'était notre modèle. Et suppose un peu, imaginez un peu si H est par exemple une fonction polynôme un peu très compliquée. Par exemple, qui peut être inversible, mais que c'est difficile de trouver l'inverse.
Et je ne sais pas si on trouve une approximation des H peut-être en faisant une discrétisation ou bien, je ne sais pas, une méthode numérique. Je ne sais pas si c'était le but qu'on faisait ici. Parce que je suppose que, étant donné qu'on a parlé de H, que par exemple, on veut par exemple un X égale à H moins 1 de Y. Donc, si c'est difficile de trouver l'inverse de H, mais on sait que H est inversible, on fait comment? En fait, remarquez, même quand parfois H est inversible, on ne sait pas Please, come calculer again. l'inverse parce que l'envie de H est tellement grande. Il n'est rien que suivi. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi que ça a dérangé. Allô? Oui, c'est bon. Vas-y. Je disais que parfois, même quand c'est inversible, on ne cherche même pas l'inverser. On peut faire passer par un schéma numérique. Donc, pour faire résoudre, donc utiliser un algorithme, donc un algorithme d'optimisation pour pouvoir optimiser la fonction plutôt que d'aller calculer l'inverse directement. Parce que généralement, la matrice est tellement grande et parfois, donc, je dis que parfois elle est tellement grande, parfois elle est tellement grande, parfois elle est même mal conditionnée, de telle sorte que, bon, on ne veut même pas. Donc, même si on peut calculer l'inverse, on ne veut même pas s'amuser à calculer cette inverse-là. Tu vois, Exactement. donc, pour dire qu'en général, on préfère utiliser ces algorithmes d'optimisation. OK. Exactement. Maintenant, tu as parlé d'un thème très croustillant au début là. C'est vrai que je suis pas un gars des maths purs. On fait un peu les purs, mais on fait maths appliquées. Tu as parlé de topologie forte, topologie faible. Lorsque tu parlais de présenter les espaces, ça y a de comprendre vraiment le rôle de la topologie faible là, quelque part. Et son application, comment, si par exemple la topologie faible, et c'est pas la propriété de topologie faible là, bien n'est pas vérifiée, ou bien c'est comment? Tu as parlé de topologie faible quelque part, ou topologie forte. Oui, cet ensemble-ci, en fait, justifiait l'utilisation de l'algorithme Sizing-Fanhoff que j'ai utilisé avec le fait que le T était faiblement compact. En fait, puisque nous sommes dans l'espace de mesure, il y a deux topologies. Il y a topologie forte, il y a topologie, bon, il y a même trois. Topologie forte, topologie faible, topologie dual faible. Parce que l'espace de mesure de Radon où on travaille, c'est en fait le dual de l'espace des fonctions évanescentes, donc les fonctions continues à l'infini. Donc, il y a des topologies, c'est topologie forte, topologie faible, topologie dual faible. Et l'algorithme Frans-Hoffe, je ne sais pas s'il y a un autre nom, je sais qu'il y a un autre nom pour ça, mais je ne me rappelle plus du nom. Cet algorithme, c'est un algorithme qui s'opère sur une fonctionnelle qui est différentielle et l'espace des contraintes est compact pour la topologie faible, en fait. Quand on travaille dans l'espace des mesures, par exemple, la plupart des résultats d'optimisation qu'on obtient dans les résultats de convergence, la plupart sont faits en topologie faible, parce qu'en topologie forte, c'est pas vérifié. Donc, parfois, quand tu as ta fonctionnelle, quand tu as fini d'optimiser, comment est-ce que tu veux montrer que ton algorithme converge? Généralement, les convergences qui sont prouvées sont les convergences pour la topologie dual faible même. Donc, c'est tellement faible, en fait. Donc, c'est en ce sens que tu peux voir un peu les applications de ces différentes topologies-là lorsque tu veux montrer la convergence d'un tel type de fonctionnel. Okay. Thank you. Thank you very much. OK. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus de questions, bien, il n'y a plus d'interrogations. Voilà. Bon, merci Aneva pour cette présentation, bon, pour cette excellente présentation. Et merci à vous tous donc, d'avoir consacré votre temps pour participer à cette présentation. Et merci également pour ces échanges très enrichissants et cette discussion stimulante. Bon, nous vous donnons juste rendez-vous dans 2 semaines pour une autre présentation. Et d'ici là, vous vous portez bien. OK.